Depuis la perte de Jérusalem par les croisés en 1244, Louis IX est habité par le désir de revanche. Présumé faiseur de miracles, ce roi sera canonisé par le pape sous le nom de Saint Louis. Sa dévotion au Christ est si intense qu'il parviendra à acquérir la couronne d'épines, relique emblématique de la crucifixion de Jésus. Sa stratégie politique est guidée par sa foi inébranlable. Pour reconquérir la Terre Sainte, le roi a besoin d'un port en Méditerranée. Et comme rien n'arrête Saint-Louis, il veut bâtir une cité fortifiée. Nous lèverons l'ancre à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, en Camargue. Aux confins du royaume de France, ces terres apparaissent irréelles, tant elles brillent de magnificence. Pourtant, elles semblent peu propices à l'édification d'un port et d'une ville d'envergure. Quelle idée saugrenue de fonder une cité médiévale au milieu de ce no man's land. Saint-Louis a-t-il jeté son dévolu sur ce site par pure folie ou par stratégie politique? Quoi qu'il en soit, ce roi a réussi une véritable prouesse. En 50 ans à peine, ces architectes ont créé une cité fortifiée, sortie de nulle part. « 700 ans après, cette réalisation imposante force toujours l'admiration. Et bien que la France compte d'autres ouvrages de défense datant du Moyen-Âge, Aigues-Mortes fait figure de référence en la matière. L'épreuve du temps n'a pas altéré cette fortification composée de 1600 mètres de remparts, ponctuée de 20 tours. L'ouvrage le plus impressionnant est la tour de Constance, faisant figure de donjon autant que de phare aux portes de l'Occident. Pour comprendre les intentions de Louis IX, il faut remonter à l'origine du site. Des Alpes où il prend sa source, le Rhône vient terminer sa course en Camargue, déposant ses alluvions en mer Méditerranée. Ces sédiments sont brassés avant d'être regroupés sous la forme d'îlots ou de langues de sable. Ce cordon littoral isole alors un plan d'eau saumâtre qui, au gré des flux et des reflux de la Méditerranée, se mue en une succession d'étangs et de marais. Au milieu de ces aqua morte, ces eaux mortes, l'homme est venu profiter d'une manne terrestre. Maîtrisant la nature, il a su faire fructifier la richesse inépuisable de ses sols. Est alors apparu un gisement d'or blanc, le sel. Selon la légende, le marais de Pécaïs, situé au pied des remparts d'Aigues-Mortes, tire son nom d'un administrateur romain, Pécaius. Ce dernier serait à l'origine des techniques d'exploitation du sel, seul moyen de conservation des produits alimentaires de l'époque. Au 8e siècle, le site d'Aigues-Mortes est situé aux frontières méditerranéennes du royaume franc.
La tradition attribue à Charlemagne le fait d'avoir érigé la tour Matterfer à l'emplacement même, ou non loin de la tour de Constance. Pourtant, à cette époque, Aigues-Mortes n'est alors qu'un village de pêcheurs et de sauniers. Un tel dispositif militaire paraît bien démesuré pour assurer la défense du site. À moins qu'une autre raison explique la présence de cette tour. Dans la campagne environnante d'Aigues-Mortes, près de Saint-Laurent-des-Gouzes, un indice semble mettre sur la voie. Les ruines d'un monastère bénédictin. À une date indéterminée, des religieux s'installent et fondent l'abbaye de Psalmodie. Elle tire son nom d'une pratique que l'évêque Grégoire de Tours appelle Psalterium perpetuum. Les moines ont alors coutume de psalmodier leurs prières en se relayant sans cesse, de jour comme de nuit. Mais les invasions sarrasines déferlent sur la Provence. Ces raids incessants ont raison de Psalmodie qui est détruit. Le monastère est rebâti et le site d'Aigues-Mortes se dote d'un ouvrage de défense. La tour Matterfer est donc érigée pour protéger cet édifice religieux. En 1240, Louis IX envoie un émissaire négocier l'achat de ces terres aux portes de son royaume. Il est incontestable que l'abbaye de Psalmodie s'est développée. Au début du XIIIe siècle, Philippe Auguste, grand-père de Saint-Louis, lui a même accordé de nouveaux privilèges. Quand l'émissaire arrive, Psalmodie est devenu un site religieux majeur grâce au commerce du sel. Les moines disposent alors d'un domaine considérable. Mon père, un envoyé du roi est arrivé. Le représentant du roi est serein quant à l'issue des négociations. Il sait que les moines de Psalmodie disposent de terres bien situées, mais ont des moyens financiers limités. Excusez encore une fois ma stupeur, mais... Pourquoi notre saint souverain souhaiterait-il acheter nos misérables terres? Pour y construire une ville. Le premier port du royaume en Méditerranée. Mais ici, tout n'est que désolation et aqua morte. Aqua morte? Eh bien, Père Abbé, nous pourrons appeler cette ville Aigues-Mortes. Seule la récolte du sel nous assure une modeste pitance, et son commerce nous permet tout juste de survivre. L'hiver est si rude. Si nous vous cédons nos terres, alors... Que Dieu bénisse les volontés du roi. Pourquoi Saint-Louis s'intéresse-t-il à des terres marécageuses pour y bâtir une cité et un port? Philippe Auguste et Louis VIII, grand-père et père de Saint-Louis, n'ont pas réussi à étendre les frontières sud jusqu'en Méditerranée. Pour le commerce maritime, les rois sont dépendants de Marseille, qui n'appartient pas au territoire franc. Au début du XIIIe siècle, la France ne couvre qu'une partie de sa superficie actuelle. Le domaine royal comprend alors la Normandie, la Picardie, l'Île-de-France, l'Orléanais, mais toute la partie sud échappe au contrôle du roi.
Le sud-est de la France est sous la coupe du Saint-Empire romain germanique. Et bien que Saint-Louis épouse Marguerite, la fille du comte de Provence, la région reste sous la domination de Frédéric II de Hohenstaufen. Mais par une subtile stratégie d'alliance et de mariage, ce sont surtout les comtes de Toulouse qui ont la main mise sur ce territoire. Saint-Louis ne peut donc pas disposer de cet accès à la mer. Quant au sud-ouest, la situation géopolitique est tout aussi complexe. En théorie, les régions littorales font partie intégrante du Royaume de France. Des Pyrénées jusqu'au delta du Rhône, l'Occitanie est la proie de rivalités entre d'un côté le roi d'Aragon allié au comte de Toulouse et de l'autre le roi de France. En 1229, après 20 ans de croisade contre les Albigeois, le Languedoc entre dans le domaine royal avec une prise de choix, la cité de Carcassonne. Lors de son règne, Saint-Louis entreprend même la construction d'une seconde enceinte. Pour la première fois de son histoire, le domaine royal français s'ouvre un large accès à la Méditerranée. Mais l'administration du roi mettra des années à maîtriser ce territoire. Par affinité culturelle, le Languedoc est plus enclin à rester fidèle à l'Aragon plutôt qu'à la France. Le choix de bâtir une cité à Aigues-Mortes relève donc bien d'une stratégie politique réfléchie et non de la pure folie d'un roi. Saint-Louis sait qu'il dispose en Camargue d'un territoire qui est la propriété exclusive de son royaume. Mais avant de voir son rêve devenir réalité, le roi doit procéder à l'aménagement du territoire. Il fait établir les plans de sa cité en connexion avec les canaux en direction d'Arles et de Montpellier. Ces voies navigables sont alors les seules routes possibles pour le transport des matériaux nécessaires à l'édification de la ville. Prétendre faire d'Aigues-Mortes une place de commerce en Méditerranée, c'est avant tout mettre en place des infrastructures portuaires. Il ne s'agit pas de construire des bassins et des quais pour accueillir les navires, mais plutôt de prévoir des lieux de vie pour les hommes et de stockage pour les marchandises. Dès 1240, Saint-Louis prend possession de son acquisition, avant même de disposer des actes de propriété, signés 6 ans plus tard. Le conseiller du roi est dépêché sur place. Je dois visiter vos terres. Auriez-vous l'amabilité de guider les pas d'un noble étranger, votre serviteur? Vous voyez ce village? Là, nous construirons une place forte. Un phare pour l'Occident. La porte de l'Orient. Une ville à la gloire de notre souverain et des plus belles princesses de son royaume. Le Moyen-Âge est l'ère où les notions d'Occident et d'Orient revêtent un caractère particulier. La période médiévale débute au 5e siècle, à la chute de l'Empire romain d'Occident. Depuis le milieu du 7e siècle, les combattants de l'islam se sont lancés dans une succession d'invasions qui les ont amenés à franchir les Pyrénées. L'Occident lance les croisades pour récupérer le tombeau du Christ. En 1099, le royaume de Jérusalem est créé. Son territoire fluctue sans cesse en raison de ce conflit de civilisation. Quand débute le XIIIe siècle, l'Occident chrétien est en lutte permanente avec l'Orient musulman. C'est dans ce contexte politico-religieux que Saint-Louis accède au trône en 1226,
à l'âge de 12 ans. Sa mère, Blanche de Castille, assure la régence et transmet au jeune roi une foi inébranlable. Moi, Louis IX, je souhaite que mes souffrances durent jusqu'à la fin du monde. Sous son règne, le roi favorise le développement des ordres religieux et la fondation de monastères. À quelques kilomètres de Paris, il fait bâtir l'abbaye cistercienne de Royaumont. Il participe même aux travaux en portant les pierres destinées à la construction de l'église. Afin de suivre les offices, il se fait aménager une chambre à proximité. Mais il préfère participer aux prières en compagnie des moines. Au réfectoire, il prend ses repas avec l'abbé, mais n'hésite pas à servir les moines à table. À Royaumont, Saint Louis se considère comme l'un des frères de cette communauté. Il se veut chrétien exemplaire et pousse plus loin que ses contemporains sa dévotion au Christ. Il se sent l'obligation de faire preuve d'humilité dès que l'occasion s'en présente. Il est aussi réputé pour les soins qu'il dispense aux plus démunis et, en la matière, des miracles lui sont même attribués. Ces prodiges lui vaudront d'être canonisé sous le nom de Saint Louis, 30 ans seulement après sa mort. Le jeune roi fonde sa politique sur l'expression publique de son engagement religieux. En ce jour béni entre tous, rien ne saurait expier mes fautes. Saint Louis semble en perpétuelle pénitence, en recherche permanente de la figure christique. Et l'acte de piété suprême serait d'acquérir la couronne d'épines portée par Jésus lors de sa crucifixion. Par un heureux hasard, Saint Louis va parvenir à ses fins. En grande difficulté financière, l'empereur Baudouin II de Constantinople met en gage en 1239 la fameuse relique auprès de la République de Venise. Le roi perçoit très vite l'importance religieuse, mais aussi politique, qu'aurait le royaume de France à détenir cet attribut de la passion. À cette époque, le possesseur d'une relique acquiert un pouvoir monumental. Et Saint Louis veut élever Paris au rang des capitales incontournables de l'Europe. Inspiré par les empereurs chrétiens d'Orient, Saint Louis érige une châsse démesurée de pierres et de vitraux, la Sainte-Chapelle. 7 ans seulement sont nécessaires à l'édification de ce joyau du gothique rayonnant. Cet édifice semble rappeler que le roi est le chef spirituel et temporel de son peuple. Pour les croyants, pénétrer dans la Sainte-Chapelle, c'est entrer dans une forme de dialogue mystique avec Dieu. Mais les ambitions de Saint Louis ne s'arrêtent pas là. Il veut renforcer son pouvoir en devenant un roi bâtisseur, hors de Paris. En privilégiant leurs fonctions militaires et économiques, Philippe Auguste a d'abord cherché à intégrer les villes dans le système monarchique. Fidèle à l'héritage de son grand-père, Saint Louis entreprend la construction d'Aigues-Mortes en tenant compte des mêmes critères. Et le roi lui-même semble s'impliquer dans le développement de sa cité aux portes de son territoire. En 1242, 2 ans après avoir pris possession du site, il fait édifier la grosse tour du roi, appelée plus tard la tour de Constance. D'une hauteur de 30 mètres,
Cet ouvrage imposant a d'abord pour vocation de signifier la puissance royale. Cette tour doit avant tout servir pour abriter une garnison afin de prévenir des invasions et d'assurer la défense de la ville. Mais elle peut aussi être utilisée comme lieu de détention, notamment au sous-sol, dans ces culs de basse-fosse. Surmontée d'une tourelle de 11 mètres, munie d'une lanterne où brûle un feu de bois, la tour de Constance a aussi pour objectif de guider les marins naviguant près des côtes. À Aigues-Mortes, Saint-Louis veut attirer des marchands, notamment italiens et espagnols. À l'avenir, sa cité se doit d'être une étape incontournable à égale distance des ports de Gênes et de Barcelone. Mais en 1244, un événement dramatique pourrait bien compromettre cette grande œuvre. À l'âge de 30 ans, le roi tombe gravement malade. La famille royale et sa cour se préparent même au pire. Notre bon roi Louis est souffrant, mais il n'est pas encore remis à Dieu. Et misericordia tua subsequetur me omnibus diebus vitae meae. Et habitabo in domo Domini in longitudinem dierum. Amen. Dans sa grande miséricorde, Dieu t'a sauvé des ténèbres. Dieu m'a accordé la force de libérer le tombeau du Christ des infidèles. Cette même année 1244, Jérusalem est à nouveau reprise par les musulmans. Ces derniers récupèrent le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. La menace pèse à nouveau sur le Saint-Sépulcre et la Terre Sainte. Selon les évangiles, Jésus aurait été inhumé à l'endroit même de sa crucifixion, le Golgotha. À quelques mètres de là, un monument est édifié sur l'emplacement supposé du tombeau du Christ. La localisation de la tombe date du IVe siècle. L'empereur Constantin, récemment converti au catholicisme, se met en quête de la dernière demeure de Jésus. L'évêque Macaire, qui a demandé à Dieu de lui indiquer l'emplacement de la sépulture, a la vision de la colline du Golgotha. C'est là que la mère de Constantin, l'impératrice Hélène, fait édifier la basilique. Au XIIIe siècle, la croisade pour libérer le Saint-Sépulcre et la Terre Sainte s'accompagne d'une mission d'évangélisation. Dieu nous appelle à partir en croisade. Sire, il est de mon devoir de vous rappeler que prendre la croix est avant tout un acte de pénitence. Il vous faudra tout d'abord réparer les injustices commises, confesser vos fautes, faire vœu de pauvreté. Sire, mon rôle de conseiller m'oblige à vous avouer que les caisses du royaume ne peuvent payer cette croisade. Joinville, j'ai toute confiance en la générosité de nos riches seigneurs. Et nous emprunterons finance à nos fidèles templiers. Mon fils, j'ai le funeste pressentiment de votre mort. De grâce, ne quittez pas votre royaume. Mère, ma vie appartient à Dieu. Exhortez les valeureux chrétiens et chevaliers du royaume à me rejoindre. Nous lèverons l'ancre à Aigues-Mortes.
le port du royaume de France en Méditerranée. Le port du royaume de France en Méditerranée a vocation à devenir la voie royale pour l'exportation de marchandises en provenance des foires de Champagne et des draperies des Flandres. Pour favoriser le développement rapide d'Aigues-Mortes, Saint-Louis lui accorde des privilèges sous la forme d'exonération de taxes. Les caisses du royaume doivent être pleines afin de lever une armée prête à le suivre en Terre Sainte. À l'aube de cette 7e croisade, le roi doit s'assurer que les chevaliers de France et d'ailleurs l'accompagneront dans cette entreprise hasardeuse. Pour motiver ses troupes, Saint-Louis se rend personnellement à Aigues-Mortes. Il est accompagné de sa femme, Marguerite de Provence, et de ses 2 frères, Robert d'Artois et Charles d'Anjou. Au fil des mois, l'affluence commence à se faire sentir. Les chevaliers, accompagnés de leurs écuyers, de leurs palefreniers et autres gendarmes, arrivent en Camargue. Aux abords d'Aigues-Mortes, des milliers de tentes et de bannières s'étendent au-delà de l'horizon. Le rassemblement de milliers d'hommes logés à la dure génère souvent de nombreux conflits. Les hospitaliers et les templiers, issus de 2 ordres militaires différents, s'affrontent. Si les premiers accompagnent et soignent les pèlerins sur la route de Jérusalem, les seconds sont d'abord considérés comme les grands financiers des croisades. Donne 2 pièces pour la croisade. Ce malheureux a une famille à nourrir. Les Templiers, je te parle. Les frères hospitaliers feraient mieux de s'occuper de leurs locteux, plutôt que de jouer au fier à bras. Soigne tes lépreux, tes estropiés. Laisse-nous couper la tête des Sarrasins. Saint-Louis hâte l'achèvement de la tour de Constance et entreprend la construction de sa ville en imaginant un quadrilatère avec des maisons bien alignées. Cela paraît plutôt étonnant tant les villes du Moyen-Âge se développent en général de manière anarchique. Cette ville nouvelle s'inspire des cités antiques grecques et romaines, bâties notamment en Orient. Ce schéma urbanistique procure un sentiment d'harmonie. Les rues se croisent à angle droit en composant des îlots de forme carrée ou rectangulaire. Des rues qui, à Paris, à Aigues-Mortes ou dans d'autres cités du domaine royal, sont rongées par un mal incurable, l'insalubrité.
Les remparts seront érigés en dernier lieu autour de ce quadrilatère parfait. Les portes d'accès à la cité seront, de fait, bâties en fonction de l'alignement des rues. Évidemment, Saint-Louis ne saurait concevoir une cité digne de ce nom sans une église. Il fait donc entreprendre la construction de Notre-Dame des Sablons, à l'emplacement même d'une chapelle dédiée à la Vierge. À l'origine, ce lieu de culte est bâti selon les canons de l'art gothique primitif, et sa nef centrale est tournée vers l'Orient. Au XIIIe siècle, on y pénètre par une porte située sur le côté. Notre-Dame des Sablons est aussi appelée l'église des Croisades. Mais c'est dans une autre église, à Paris, que Saint-Louis marque les esprits de l'Occident chrétien. En 1248, Saint-Louis dépose dans la Sainte-Chapelle ce reliquaire géant, la couronne d'épines, un clou et un fragment de la dite vraie croix. À cette consécration, l'acquisition de la couronne d'épines fait même dire au légat du pape que le roi de France est désormais l'égal de Frédéric II du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique, l'ennemi le plus puissant du royaume de France. Au-delà de l'aspect pieux de Louis IX, c'est bien d'un acte politique dont il s'agit, puisque cette couronne d'épines va donner à la France la garantie de la protection divine. Le roi peut partir en croisade. Pourtant, ce n'est pas depuis la Sainte-Chapelle de Paris que Louis IX prend la route d'Aigues-Mortes et de la croisade. Il se rend d'abord à la basilique Saint-Denis, un haut lieu de la monarchie française depuis Clovis et surtout Hugues Capet, fondateur de la dynastie à laquelle appartient Saint-Louis. Saint-Louis est un homme de symbole qui ne laisse rien au hasard. Sa politique comme sa foi répondent à un programme précis et grandiose. Il n'a de cesse de légitimer son ascendance, donc son pouvoir. Il commande 16 gisants, avec l'idée de montrer l'unité des rois francs, les mérovingiens, les carolingiens et les capétiens. Avec ces gisants, il ne se contente pas de regrouper les dépouilles royales, il les exalte et les exhibe. Il les fait sortir de terre et les élève dans des tombeaux, au-dessus du niveau du sol. À sa manière, Saint-Louis est aussi présent dans la basilique, même s'il ne dispose pas d'un gisant. Derrière la nef, un reliquaire contiendrait un os de son poignet. En juin 1248, 8 ans après les premières négociations avec l'abbaye de Psalmodie, à l'heure du départ pour Aigues-Mortes, Saint-Louis prend possession de la bannière Montjoie-Saint-Denis. C'est la devise du royaume de France et le cri de guerre des chevaliers sur les champs de bataille à cette époque. Les croisés sont toujours plus nombreux à se diriger vers la cité d'Aigues-Mortes. Mais il faut maintenant les transporter jusqu'en Terre Sainte. À l'intérieur de la tour de Constance, quelques indices permettent d'imaginer les embarcations utilisées par les marins du Moyen-Âge. Des artistes anonymes ont gravé dans la pierre des graffitis de bateaux. Ces représentations sont contemporaines de la construction de la tour, donc des années 1240. Ces vaisseaux sont arrondis, hauts de bord et dépourvus de quilles.
Ils sont gréés de voiles latines de forme triangulaire. Leur envergure et leur masse les obligent à naviguer lentement. Leurs cales sont pleines de marchandises et de chevaux. Leurs ponts sont envahis de pèlerins et de croisés. La France médiévale n'est pas une puissance navale et il faut encore réunir au plus vite plusieurs centaines de bâtiments. Une seule solution, négocier avec les Vénitiens et les Génois, les grands armateurs de l'époque. Nous pouvons te louer 14 navires. 2800 chevaliers avec 3 serviteurs, 10 000 soldats à pied, 300 jambons, 15 tonneaux de vin, au moins 5000 archers, 15 catapultes. Il nous manque au moins 10 navires. 12 navires de plus. Équipage et approvisionnement compris. Pour 6000 livres. Trésorier, je suis sûr que tu es prêt à faire une petite avance à notre ami Boccanegra. Ah non, il n'en est pas question. La première partie du paiement. Le reste, bien sûr, te sera payé quand nous aurons libéré Jérusalem. Après plusieurs années de préparation, Saint-Louis et son armée de croisés peuvent enfin lever l'ancre. Parti de la basilique Saint-Denis, le 12 juin 1248, le roi, âgé de 34 ans, fait plusieurs haltes en France avant de rejoindre son port en Méditerranée. Le 25 août 1248, Saint-Louis et sa suite traversent les marais d'Aigues-Mortes en direction de la mer. Le souverain s'installe à bord de la nef royale, la Montjoie. Les troupes prennent place à bord des vaisseaux amarrés à proximité. Mais cela ne suffit pas pour embarquer l'ensemble des soldats. Un millier d'hommes, considérés comme des mercenaires, restent à quai et provoquent des incidents. D'autres éléments de l'armée royale partent aussi du port de Marseille, comme c'est le cas pour le conseiller et biographe du roi, Joinville. Mais le vent n'est pas au rendez-vous. Il faut attendre 3 jours supplémentaires pour qu'enfin les voiles soient hissées. Le 28 août 1248, les navires quittent Aigues-Mortes et Marseille, emportant près de 25 000 hommes et 8 000 chevaux en direction de la Terre Sainte. Sur la Méditerranée, la navigation se révèle approximative. Les bateaux essuient des tempêtes qui les dispersent. Saint-Louis fait d'abord halte à Chypre afin de rassembler ses hommes. Pendant l'hiver 1249, 6 mois après son départ d'Aigues-Mortes, il élabore une stratégie et privilégie un débarquement à Damiette, en Égypte, plutôt qu'en Judée. Le 6 juin 1249, Saint-Louis fait son entrée dans une ville ouverte, abandonnée par ses habitants en proie à la panique. Cette croisade débute par un succès militaire, mais les crues du Nil empêchent la progression vers le Caire. Cette attente provoque un relâchement de l'armée franque et laisse le temps aux musulmans d'organiser leurs troupes. Le destin de cette 7e croisade se joue donc devant les remparts de Mansoura en 1250.
Après plusieurs batailles livrées aux abords de la ville de Mansoura, les croisés sont dépassés par les événements. De nombreux chevaliers trouvent la mort, et notamment le comte Robert d'Artois, frère du roi. À cela s'ajoute une épidémie de dysenterie qui clairsème les rangs de l'armée franque. Affaibli par la maladie, le 5 avril 1250, le roi lui-même tombe entre les mains de ses ennemis qui le font prisonnier. Le 6 mai, Saint-Louis est libéré contre le paiement d'une rançon et le retrait de ses troupes du territoire égyptien. C'en est fini de la 7e croisade. Sans tarder, Saint-Louis prend la route de Saint-Jean d'Acre, ville côtière située à 150 km de Jérusalem. L'armée est exsangue et les seigneurs exhortent le roi à regagner la France. Mais le souverain en décide autrement. Seigneur, je remercie vivement tous ceux qui m'ont conseillé le départ en France et je rends grâce aussi à ceux qui m'ont conseillé de rester. Mais je me suis rendu compte que si je reste, je ne vois point en cela de danger que mon royaume se perde. Si je m'en vais, le royaume de Jérusalem est perdu, parce que nul n'osera pas y rester après moi. Ma décision est telle que je resterai. À l'intérieur de ce royaume de Jérusalem, Saint-Louis procède à la fortification de Saint-Jean d'Acre, de Césarée et de Jaffa. Mais il est obligé de rentrer en France après le décès de sa mère, Blanche de Castille, qui assurait la régence en son absence. Très vite, le royaume de Jérusalem est à nouveau menacé. Le pape Urbain IV en appelle même à une nouvelle croisade, la 8e. En 1270, 22 ans après la 7e croisade, Saint-Louis est contraint de revenir dans sa ville, Aigues-Mortes. Sire, les esprits s'échauffent. Dans la nuit, des chrétiens provençaux et catalans se sont entretués. Voyez, ils sont venus de toutes les régions du royaume. Des contrées les plus éloignées de l'étranger. Le grand Khan lui-même, chef des Mongols, a rallié notre bannière. Cette 8e croisade scellera notre victoire. Pour Saint-Louis, cette nouvelle croisade est un pèlerinage expiatoire. Et Aigues-Mortes en est le point de départ. Plus de 20 000 croisés s'embarquent à la suite du roi pour délivrer le tombeau du Christ. Saint-Louis débarque à Tunis en imaginant peut-être qu'il est plus près de l'Égypte que cela. Quelques mois plus tard, le 25 août 1270, durant le siège de Tunis, la dysenterie l'emporte à l'âge de 56 ans. Saint-Louis n'aura jamais réussi à reprendre Jérusalem et à libérer la Terre Sainte. Selon une pratique répandue pour les grands personnages, on le découpe et on le fait bouillir dans du vin. Les ossements sont alors destinés à rejoindre la nécropole de Saint-Denis. Préalablement retirées, les entrailles sont en partie déposées à l'abbaye de Montréal, en Sicile. À la fin de son règne, la ville d'Aigues-Mortes s'est largement développée. Mais la cité tant désirée par Saint-Louis n'en demeure pas moins une ville ouverte. Et en 1286, une guerre éclate entre la France et l'Aragon. Ces événements accélèrent la construction des remparts, achevés sous le règne de Philippe le Bel, petit-fils de Saint-Louis. Afin de renforcer la protection de la cité d'Aigues-Mortes, se dresse la tour Carbonnière, bâtie après le XIIIe siècle. La première mention faisant état de cette fortification date d'un texte de 1346. Cette forteresse est la clé du royaume dans cette contrée. Positionnée à quelques kilomètres d'Aigues-Mortes, elle sert de poste avancé au nord pour prévenir toute invasion de la région. Idéalement située entre la rivière le Vistre et le canal du Rhône, nul ne peut aborder le site sans être repéré immédiatement. Surplombant les marais,
sa terrasse est aménagée de telle sorte que des pièces d'artillerie peuvent y être installées et dirigées dans les 4 directions. Au XIVe et XVe siècle, la guerre de Cent Ans fait des ravages dans la cité de Saint-Louis. Dans le conflit qui oppose les Armagnacs et les Bourguignons, le château attenant à la tour de Constance est détruit. Jacques Coeur, armateur et marchand, fait d'Aigues-Mortes son port d'attache pour son commerce avec le Levant, le Proche-Orient de l'époque. Mais l'ensablement progressif du site et les taxes imposées par les rois entraînent la ville vers un inexorable déclin. En 1481, un événement majeur va définitivement sceller le destin de la cité fortifiée. Le comté de Provence est rattaché à la France. Marseille devient la base commerciale et stratégique du royaume, détrônant ainsi Aigues-Mortes. Pendant plus de 200 ans, cette cité de Camargue aura vaillamment joué son rôle de port en Méditerranée. Bravant le temps qui passe, Aigues-Mortes restera à jamais comme un témoignage des croisades de Saint-Louis.